Cela fait 6 ans que chaque matin, Lacho commence son travail en s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Ça va? C'est ce que je dois faire en premier. Descendre. La tenue de travail du jeune homme de 21 ans, c'est un longji, le pantalon traditionnel birman, et une paire de tongs. Il descend à 10 mètres sous terre, sans aucune protection, en s'accrochant aux parois à main nue. La roche vient d'être dynamitée, tout est encore instable. Quand je travaille en bas, une pierre peut tomber, comme celle-là. Je peux mourir. Ici, à Mogok, la plupart des mineurs ne portent jamais de casque. Pourquoi? C'est trop cher? Non, c'est pas que c'est trop cher. C'est juste qu'on a toujours fait comme ça. Au fond de ce trou, il ne cherche pas de fer ou de charbon, mais la pierre précieuse, la plus rare au monde. Elle se cache dans la boue, le sable ou la roche. On ne peut jamais savoir où on va en trouver. Tenez cette poignée de terre, par exemple. Si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un gros spécimen. La plupart des gens qui travaillent dans la mine rêvent de trouver cette pierre. Et c'est pour ça que chaque jour, ils risquent leur vie ici. Cette pierre, tant convoitée, c'est le rubis. Avec l'émeraude, le saphir et le diamant, c'est l'une des 4 pierres considérées comme précieuses dans le monde. Pour ses reflets rouges incomparables, certains sont prêts à payer très cher. 800 000 € pour ce collier en rubis et diamant, prêt à être serti. Jusqu'à 2 millions d'euros pour ce rubis sang de pigeon, d'une intensité si profonde qu'on le compare au sang du volatile. Des pierres d'exception qu'on ne trouve que dans un seul endroit au monde. Le nord de la Birmanie, près de la frontière chinoise. L'endroit porte bien son nom, Rubyland, la terre du rubis. Cette vallée perdue est restée longtemps interdite aux étrangers. Depuis quelques mois, les touristes peuvent s'y rendre, mais au compte-gouttes, avec une autorisation spéciale. Nous nous sommes fait passer pour des vacanciers. Ici, la plupart des jeunes de moins de 20 ans n'a jamais vu d'occidental. Depuis 15 ans, la junte militaire au pouvoir fermait la région comme un coffre-fort, gardant jalousement le secret de cette caverne d'Ali Baba. Sous ces montagnes, rubis et saphirs prolifèrent dans un matériau présent partout, le marbre. Cette pierre blanche est au départ un minéral appelé le corindon. Lorsque du chrome s'introduit dans le marbre, il se colore en rouge et devient rubis. Lorsque c'est du fer ou du titane, la pierre devient bleue, c'est alors un saphir. Un processus qui prend des millions d'années et qui a fait la fortune de toute une vallée. Dans la région, plus d'1 millier de mines. Il y a celles opérées par l'État, interdites aux caméras, et les mines privées, comme celle-ci, qui reversent 20% de leurs bénéfices à la junte militaire. Partout, on travaille encore à l'ancienne. À même l'épaule, on transporte les bâtons de dynamite qui permettent de creuser de plus en plus profond. Parfois, à plus de 50 mètres. Ensuite, la roche est cassée avec un marteau-piqueur, à la recherche du Graal. On retrouve Lacho, le jeune garçon qui cherchait des rubis au fond de son trou. Pour multiplier ses chances,
Il travaille aussi l'après-midi dans cette mine à ciel ouvert. Ici, on envoie de l'eau à haute pression sur le flanc de la colline pour faire tomber les roches une à une avant de les envoyer au triage. Lacho travaille 10 heures par jour pour l'équivalent du SMIC local. Je suis payé 50 € par mois. Mais quand on trouve un rubis, on a un bonus. Par exemple, si le patron vend la pierre 100 €, on peut avoir une prime de 5 ou même 10 €. Soit une prime de 10% sur la vente de chaque pierre. Il y a quelques mois, des mineurs ont trouvé ici un rubis d'une valeur de 250 000 €. Après avoir été concassés, les cailloux sont lavés à l'eau claire et envoyés sur un tamis. Vous me déblayez tout ça, que ce soit bien propre. On arrête l'eau pour pouvoir commencer à trier. Les pierres précieuses sont naturellement plus lourdes, donc elles restent au fond du tamis. Et c'est là qu'on les cherche. Un travail de fourmi réservé aux ouvriers qualifiés. Je reconnais tout de suite une pierre de valeur. Ça, par exemple, c'est un rubis. Et il y a aussi un saphir. Dans cette poignée, 2 rubis. Le petit couleur rose à gauche et le gros morceau de qualité moyenne à droite qu'il faudra expertiser. Si c'est effectivement un rubis, la pierre brute pourrait atteindre 500 €. La prime, c'est la règle, serait alors partagée entre les mineurs du même groupe. À Mogok, rien ne se perd. À la sortie de la mine, des femmes équipées de marteaux. On les appelle les canésés. Le gouvernement les autorise à venir récupérer les déchets de marbre pour casser une dernière fois les petits morceaux et trouver des pierres qui leur permettront d'acheter de quoi manger. Pour se protéger du soleil, femmes et enfants se couvrent le visage de Tanaka, une poudre d'origine végétale au parfum de santal. Dans cette région de 200 000 habitants, 9 personnes sur 10 vivent tant bien que mal des pierres précieuses. 18 heures, fin de la journée de travail pour Lacho. Il habite une petite maison de bambou. Il la partage avec son père, sa mère et 2 de ses frères. Je vous présente mon père. Il doit avoir dans les 67 ans. Voici ma mère. Elle a 60 ans. Je dors ici avec mon frère. Mes parents dorment là. Vous pouvez nous montrer? Ah oui, oui. Voilà le lit de mon père. Et ça, c'est notre cuisine. Mes parents m'apprennent la vie. Ils n'ont pas d'argent, mais ils m'apportent beaucoup. Grâce aux économies de ses parents, Lacho a eu la chance de partir étudier 2 ans à Rangoon, la capitale. Mais la famille n'ayant plus d'argent, il a fallu rentrer à Mogok pour reprendre le travail à la mine. J'espère qu'un jour, lui aussi trouvera une grosse pierre, comme moi il y a 30 ans. J'avais trouvé un rubis d'une valeur de 5 000 €. En attendant, Lacho possède quand même un trésor. Une bague en saphir que lui a offert sa mère. Ça fait 20 ans que je l'ai. Le saphir vient de la mine de ce village. C'est pour offrir à sa future femme? Non, c'est pour lui. J'aimerais bien qu'il la porte. Mineur de père en fils, à Mogok, c'est comme cela depuis presque toujours. Dans la vallée,
Les premières pierres auraient été extraites dès le XVe siècle. Les rois birmans considéraient alors la pierre rouge comme sacrée. Mais ce sont les colons britanniques qui vont faire connaître le rubis birman au reste du monde. Dès leur arrivée, à la fin du XIXe siècle, ils commencent à creuser toute la vallée à grande échelle. En 1962, les militaires prennent le pouvoir. Les mines sont nationalisées. La population de la vallée est alors réquisitionnée pour chercher les rubis qui servent à financer et à armer la junte. Aujourd'hui, Mogok est considéré comme la Mecque des pierres précieuses par les gémologues du monde entier. Mais rares sont les négociants occidentaux qui parviennent à s'y rendre. Ce jour-là, Adi Peretti, un expert suisse, fait figure d'attraction sur le marché aux pierres précieuses de la ville. Ah, c'est un joli spécimen. Une vraie pièce de collection. Elle doit faire dans les 400 €. Monsieur Peretti gagne sa vie en authentifiant les plus beaux rubis du monde. Il est venu à Mogok pour une vente aux enchères. En 35 ans, le gémologue basé à Bangkok n'a réussi à venir ici que 4 fois. La région est très instable. Attentats, accrochages ont lieu régulièrement entre militaires au pouvoir et minorités rebelles. La vente aux enchères a lieu dans cette maison, accrochée à flanc de colline. L'homme qui reçoit a le sourire. Monsieur Kochou, riche propriétaire, emploie 150 personnes et possède 4 mines de rubis et de saphirs. Pour cette enchère, il a invité les 300 plus gros acheteurs de pierres précieuses de la région. L'hospitalité birmane veut que tout le monde soit nourri. Au menu, c'est soupe de nouilles au lait de coco, accompagnée de poulet et de farine de pois chiches. Il faut bichonner les acheteurs, car le patron espère récolter 1 million d'euros en vendant la production des 3 derniers mois. Le rubis est présent sous toutes ses formes, brut, poli ou prêt à être taillé. Les acheteurs peuvent manipuler les pierres, toujours sous l'œil des employés de Monsieur Kochou. Les pierres sont partout, même dans la chambre à coucher du patron. Super. Voyons cet arrivage de rubis. Il faut qu'il soit transparent. La couleur est importante. Le rubis sang de pigeon est très rare, peut-être 1%. Le reste, on appelle ça du rouge rosé. Quelle est la valeur du lot sur cette table? Environ 2500 € pour celle-là, et entre 4 et 8000 € pour tout le reste. Ce prix, c'est pour les pierres brutes, qui devront ensuite être taillées, polies et serties. Leur valeur pourra alors être multipliée par 50. Des rubis dans la chambre et dans le salon, des saphirs. Les pierres sont examinées une à une par les acheteurs, car il va falloir faire une proposition de prix. C'est le plus offrant qui l'emporte. Il n'y aura pas de surenchère. Les saphirs de Monsieur Kochou sont réputés pour leur qualité exceptionnelle. Et l'un d'entre eux a tapé dans l'œil du gémologue. Le voici. Ça, c'est du saphir. Il est bicolore. Il fait quoi, dans les 10, 15 carats? Non, 28. 28 carats, ouais. 28 carats, cela représente 5 grammes. Mais au final, la pierre pourra perdre la moitié de son poids après avoir été coupée et taillée. Certaines personnes préfèrent garder les fissures pour que la pierre soit plus grosse. D'autres préfèrent une pierre pure. Mais si vous taillez toutes les impuretés, le saphir ne fera plus que 5 carats. 5 carats, c'est bon, je fais une offre.
Pour cette pierre? Ouais, je fais une offre. L'offre va se faire par écrit. On ne prononce aucun chiffre à voix haute, car un autre acheteur pourrait entendre et faire une meilleure proposition. Vous voulez voir? Adi Peretti a misé 31 000 $, soit 23 000 € pour ce saphir. Allez, faut que je mette le papier dans l'urne. C'est le lot 42, c'est ça? Oui. Les pots en terre, contenant toutes les offres, seront brisés le lendemain matin. On connaîtra alors les gagnants. En attendant, Adi Peretti soigne ses relations. Le gémologue a rendez-vous pour dîner avec une personnalité incontournable de Mogok. Madame Dowmint. Cette négociante en pierres précieuses est surnommée Ruby Queen, la reine du rubis. Ce soir, Madame a sorti ses bijoux de famille. Sur elle, plusieurs millions de $. Faut que je vous dise, votre bracelet est magnifique. Elle a des rubis sang de pigeon. Il y a aussi la bague et le collier. Il doit faire plus de 10 carats, non? C'est une pièce inestimable. Oui, oui, oui. À Mogok, tout ferme à 20 h. Le soir, les gens préfèrent rentrer chez eux pour garder leurs pierres. Car ici, il n'y a pas de banque. Les trésors sont dans les maisons. 3 semaines plus tôt, une attaque à main armée chez des particuliers a fait plusieurs morts. Chez Madame Mint, pas de garde du corps. C'est sa famille qui veille au grain. Sous l'œil bienveillant d'Aung San Suu Kyi, la plupart des négociants la soutiennent. Grâce à elle, la vallée pourrait s'ouvrir aux étrangers et cela ferait encore plus de business. Au premier étage, un véritable musée. La Ruby Queen exploite 5 mines. Elle garde un échantillon de chaque cavité où elle a trouvé des pierres de valeur. Voici les derniers joyaux qu'elle a découverts. Elle voudrait les vendre dans quelques jours à Bangkok. C'est laquelle la plus belle? Celle-là. La forme est bonne, l'étoile est au centre, la pierre n'est pas trop petite, elle a un poids correct. Ça vaut pas mal d'argent. Je dirais entre 11 et 15 000 €. Bravo, quel expert! Je comptais la vendre 13 000. Combien? 13 000 €. 13 000 €. Madame Mint doit aussi vendre ce lot de 36 petits rubis, estimés à environ 100 000 €. C'est quoi le meilleur marché pour vendre des rubis? Le meilleur marché, c'est l'Europe, et notamment la France. Les Français adorent le rubis de Mogok. Ils l'adorent. Et vous vendez à quel grand bijoutier? Vous voulez pas le dire? Vous connaissez sûrement cette célèbre place Vendôme? Oui. Les pierres de Madame Mint sont très chères. Le Suisse ne lui achètera rien ce soir. Lendemain matin, 10 h. À la mine de Beaumar, les enchères sont terminées. C'est l'heure des résultats. Lot numéro 21, remporté par Madame Ai Mint, au prix de 6 400 €. Lot numéro 24, famille Allé, 26 120 €. Puis, c'est le tour du pot numéro 42, le saphir convoité par Adi. 15 personnes ont fait une offre. Je pense que c'est mon papier, je le reconnais. Je l'avais plié en tout petit. Sur son papier, Adi a proposé 23 000 €. 30 000 €. L'offre vient de Monsieur Janjawe. Le gagnant est un gars du cru,
qui est désormais installé à Rangoon. Il m'a battu de 7 000 euros. En fait, j'étais pas si loin que ça. Hein. Vous m'avez battu. Bonjour, enchanté. Vous êtes propriétaire de mine? Avant, j'avais des mines. Maintenant, je suis plutôt dans le commerce des pierres. Mais j'achète, je vends. La Chine? Shanghai? Pékin? Oui, Pékin. Oui, Pékin. C'est là que vous vendez le plus cher, non? Merci. Pour les grosses sommes, la transaction se fait directement dans le bureau du patron. Le gagnant vérifie que c'est bien la pierre qu'il vient d'acheter. Elle va être emballée et scellée jusqu'au paiement qui se fera par virement. Monsieur Janjawe a déjà des clients chinois intéressés par ce saphir qui, une fois taillé, pourrait être revendu 120 000 euros, 3 fois plus que le prix qu'il vient de payer. Mogok, la vallée où tous les rêves sont permis. En attendant de trouver un jour le gros rubis qui lui permettrait de monter son business, Lacho, le mineur, vient chaque mois à la pagode de Yeongang pour implorer le dieu des pierres précieuses. Une pagode où ceux qui ont fait fortune sont venus faire des donations. Rubis, saphirs et autres pierres précieuses sont exposées en quantité derrière ces grilles. Ils croient que si on fait une donation, on pourra trouver une pierre et puis d'autres qui vaudront encore plus cher. On croit tous à cela. Quand on donne, la chance vient en retour. Lacho a déjà tout prévu. Dès que la chance lui aura souri, il ouvrira une petite agence de voyage à Mogok pour faire découvrir la vallée des rubis aux nombreux touristes qui débarqueront bientôt. Sur leur pirogue, les pêcheurs du lac Inle maîtrisent un numéro d'équilibriste fascinant. Debout sur une seule jambe, ils utilisent la seconde pour ramer et gardent ainsi les mains libres pour relever les filets. J'attrape la pagaie avec la main et j'accroche mon pied comme ça. Le peuple Inta a inventé cette technique de pêche unique au monde, devenue depuis l'emblème de la Birmanie. Copain, 42 ans, l'a apprise tout seul. Quand on a l'habitude, on ne tombe pas. Bon, au début, oui. Je suis tombé. Chaque jour, pour éviter la chaleur, il part à l'aube récupérer les poissons piégés dans ses filets. Ça, c'est du nappé. C'est bon. C'est le meilleur poisson. C'est goûteux et il y a beaucoup de chair. Mais cette petite carpe se fait de plus en plus rare. Entouré par 2 chaînes de montagnes de l'état Shan, dans l'est de la Birmanie, le lac Inle et ses 150 km² est le 2e plus grand lac du pays. Il est l'un des plus beaux d'Asie et il abrite surtout une population lacustre, les Inta, littéralement les fils du lac. Copain, le pêcheur, vit à Chesako, l'un des 170 villages sur pilotis du lac Inle. Les Inta se seraient installés dans cette région au XIVe siècle, fuyant les guerres entre Birman et Thaï. À leur arrivée, les terres étaient déjà occupées par les tribus montagnardes. Alors les Inta se sont repliés sur l'eau, créant et organisant un mode de vie bien à eux. Malawinte est la femme de Copain. Lorsqu'elle part faire les courses, elle n'a guère d'autre choix que de prendre sa barque. Je vais aller au magasin de Madame Nantwe. L'épicerie est perchée sur des pilotis en teck. Bonjour. Comme toutes les maisons de la cité lacustre.
Ici, on trouve de tout. Du shampoing, des jus de fruits, du café instantané, des médicaments aussi. Des remèdes traditionnels, des confiseries. Il y a du thé aussi. Ça, c'est du thé. Du Tanaka. Le Tanaka est cette crème jaune qu'elle utilise pour se protéger du soleil. Il y a de tout. Mais ce que Malawinte préfère, ce sont le nougat aux noisettes et les chips. Elle en mange tous les jours. Elle et son mari vivent dans cette petite maison bleue avec leurs 3 enfants. Ça, c'est notre séjour. Ça, c'est l'hôtel. Je fais ma prière ici. Ça, c'est Bouddha. Ça, c'est l'eau pour Bouddha. En Birmanie, la religion est omniprésente. 89% de la population est bouddhiste. Ça, c'est notre chambre à coucher. Ici, moi et mon mari, et nos enfants dorment là. Avec l'aide des villageois, la maison de tôle et de bambou a été construite en 3 jours et leur a coûté 2 200 €, sans compter le terrain qui appartenait aux parents de Malawinte, car même sur l'eau, les parcelles sont propriété privée. Ça, c'est ma cuisine. On cuisine au feu de bois et au charbon. Et là, c'est quoi? Ça, c'est les toilettes. Les toilettes pour toute la famille. En guise de fosse septique, un panier flottant sur le lac. Comme la majorité des femmes Inta, Malawinte est agricultrice. Elle a sa propre barque à fond plat pour se rendre au travail chaque matin. Attends-moi. Viens vite, t'es lente. Je vais aller planter les tomates dans le champ de maman. L'exploitation familiale est implantée au beau milieu de l'eau. Ce sont des jardins flottants. Des îlots artificiels formés à partir de jacinthes d'eau et recouverts d'algues, de limon et d'engrais chimiques. Impossible d'y poser les pieds. On les cultive sans jamais quitter sa barque. Ça fait moins d'1 mètre d'épaisseur. On ne les fabrique pas nous-mêmes, on les achète. On a pris 100 fois ça. Ça nous a coûté environ 220 €. Pour éviter qu'ils ne dérivent, les Inta les fixent avec des piquets de bambou plantés au fond de l'eau. Dans 5 jours, il faudra mettre de l'engrais pour que les plantes poussent bien. Oui, oui. Il faudra mettre beaucoup d'engrais, ça donne de la force aux plantes. En un demi-siècle, cette culture flottante particulièrement productive a supplanté la pêche. Les 3/4 des familles en vivent dans le village désormais. Aujourd'hui, sœurs, belles-sœurs et cousines de Malawinte sont venues donner un coup de main. Je les aide à cultiver leur jardin. Donc en retour, elles viennent m'aider dans mon jardin. On fait ça à tour de rôle. Et je n'ai pas besoin de les payer. Bientôt, elles commenceront la récolte. Ça, ce sont les tomates du lac Inle. Elles ont la peau plus fine et elles sont juteuses à l'intérieur. Les tomates de la montagne, elles ont la peau plus épaisse. 50 kilos de tomates lui rapportent entre 2 et 25 € selon les cours du marché. Mais l'essor de l'agriculture est devenu une menace pour la survie du lac. Les jardins grignotent peu à peu la surface navigable qui a perdu 1/3 de sa superficie en 60 ans. Un fléau pour la biodiversité qui finit par étouffer sous ces tapis de végétaux bourrés de pesticides et d'engrais chimiques. Les poissons disparaissent peu à peu. Son dernier filet relevé, Copain part directement vendre sa pêche à Madame Lawin. Cette commerçante rachète la prise du jour d'une vingtaine de pêcheurs avant de la proposer à un poissonnier du marché. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Il y a 20 ans, les pêcheurs en attrapaient 2 fois plus. Je note.
Donc, pour Copain, on a 1 kg de nappé et environ 4 kg de tilapia. Ça vaut 5 €. Le tilapia a été récemment introduit pour pallier la pénurie de poissons. Mais l'expansion de l'agriculture n'est pas la seule menace qui pèse sur le lac. Depuis l'ouverture du pays en 2011, la fin de 50 ans de dictature, le tourisme de masse explose. Et le lac Inle est un incontournable. 4,7 millions de personnes ont visité la Birmanie l'an dernier. L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 7,5 millions en 2020. Pour accueillir ces touristes, on a construit des hôtels, des restaurants, des routes. On a rasé des forêts. Et lorsqu'il pleut, plus rien ne retient les sédiments qui finissent au fond du lac et réduisent sa profondeur. Mais certains Inta ont réussi à tirer profit du tourisme, comme Kowin, un pêcheur à l'ancienne. En haute saison, il utilise sa nasse traditionnelle, non pas pour rattraper du poisson, mais des touristes. Quelques photos souvenirs, en échange d'un pourboire. Kowin vient de recevoir l'équivalent de 70 centimes d'euros. À l'entrée du lac, ils sont une douzaine à jouer les acrobates pour quelques euros. Les démonstrations de Kowin en tenue traditionnelle attirent toutes les nationalités, comme cette touriste australienne. C'est la première fois que je vois ça. J'étais jamais venue ici avant. Il a l'air tellement humble. À 39 ans, Kowin gagne désormais entre 4 et 13 euros par jour pendant la saison touristique. Plus qu'une journée de pêche et beaucoup moins fatigant. Avant, je venais pêcher ici et les gens s'arrêtaient pour me regarder. Je leur montrais comment je pêchais et ils m'ont donné de l'argent. Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, je préfère faire ce genre de démonstration parce que la pêche ne me suffit pas pour gagner ma vie. Il a même fait fabriquer des cartes de visite. Quand les touristes veulent des photos particulières, avec le lever ou le coucher du soleil, les guides m'appellent à ce numéro de téléphone. Et avec les autres pêcheurs, on se rend sur place pour poser. Il joue les modèles 5 mois par an, hors saison touristique. Il repart pêcher. Kowin vit dans cette maison sur pilotis avec sa femme et ses 6 enfants. Dans sa chambre, il garde précieusement une petite boîte remplie de jolis souvenirs offerts par les touristes. Donne-moi la photo. Là, c'est papa. Oui, c'est papa. 2 Occidentaux sont même venus chez lui. C'est qui l'autre? Ne touche pas, touche pas. Ces 2 touristes, je les ai rencontrés au lac. Ils nous ont pris en photo et ils ont voulu venir chez nous. Ils sont venus et ils ont demandé pourquoi ma fille n'était pas à l'école. J'ai répondu parce que je n'avais pas assez d'argent. Ils m'ont donné 100 $. En Birmanie, l'école est gratuite, mais il faut quand même payer l'uniforme, les livres scolaires et la cantine. Grâce à l'argent de ses visiteurs, la fille de Kowin, Pipitoon, 14 ans, est retournée à l'école après 2 ans d'absence. Il y a 2 mois, la famille a aussi pu s'offrir ce panneau solaire pour 60 €. Comme ça, on peut regarder la télé et éclairer la maison.
Pourtant, Massein, la femme de Cohen, est inquiète. Quand la maison a été construite, elle était entourée d'eau. Aujourd'hui, avec l'accumulation des sédiments, une partie repose sur la terre ferme. Le jardin fait plaisir aux enfants. Fais doucement, sinon tu vas avoir de la terre dans les yeux. Mais chamboule le mode de vie de toute la famille. Il y avait de l'eau jusque-là. Quand? Il y a 15 ans. Après, l'eau a baissé petit à petit, ça a séché. Quand on pagaille maintenant, on touche la terre. Et quand il y a peu d'eau, il y a de la boue. C'est pas propre. Ils ne la boivent plus. Des analyses faites en 2008 ont révélé d'importantes concentrations de nitrate et de phosphate, largement supérieures au seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais les Inta continuent à utiliser l'eau du lac pour faire la vaisselle, la lessive et même pour s'y laver. Aujourd'hui, la fille de Massein, Pinin Leng, 7 ans, va prendre son premier cours de natation. Je vais te l'attacher. Un bidon d'essence vide en guise de bouée. La voilà prête à se jeter à l'eau. Allez, viens, descends. Ou presque. Viens par ici. Maman, j'ai pas envie de nager. Allez, saute. Tu n'as qu'à faire comme ta grande sœur. C'est froid. Nage, nage. Mais j'ai trop froid. Nage, vas-y, nage. Nage comme ta grande sœur. Ne t'accroche pas comme ça ou je vais venir te détacher de là. Je dois nager vers toi, maman. Maman, je viens vers toi. Elle n'ose pas nager, elle a peur. Viens vers moi. Ferme la bouche, ferme la bouche. C'est bien. Non, ne monte pas là. Va devant. Une fois qu'elle est montée, elle ne descendra plus. Elle va nager, nager, nager et elle apprendra comme ça. Cela peut prendre plusieurs années. Massein ne laissera pas sa fille nager seule avant l'âge de 12 ans. Le matin, les femmes commencent toujours par un rituel. Je prends un petit peu de pâte et je rajoute de l'eau. Tuzaso, 18 ans, la fille aînée de Massein et de Cohen, met du tanaka sur son visage. Une crème obtenue en râpant l'écorce de l'arbre de tanaka. Le tanaka protège ma peau du soleil. Et ça me rend la peau plus belle. Contrairement à sa sœur, Tuzaso a définitivement arrêté l'école à 13 ans, faute de moyens. Comme son père, elle travaille dans le tourisme. Cohen la conduit sur son lieu de travail 5 jours par semaine, en prenant au passage la fille du voisin. J'ai sommeil. J'ai pas réussi à m'endormir avant 1h du matin. Mais t'aurais dû lire. Je ne peux pas lire jusqu'à 1h. Toutes les deux travaillent dans les jardins d'un des plus beaux hôtels du lac, propriété d'un riche birman originaire de la région. L'hôtel emploie 160 personnes, dont les 3/4 sont salariés à l'année. Prends ton balai. Ça te va celui-là? Tuzaso a préféré un emploi journalier, pour ne pas attendre la fin du mois avant d'être payée. Je travaille à la journée, comme ça je gagne mon argent tout de suite. Elle est payée presque 2 € par jour. Un salaire modeste, mais qui lui permet de compléter les ressources de la famille. Il faut aller chercher les seaux d'eau. Chacun un seau et vous allez arroser.
Le chef de Tuzaso a passé 40 ans dans l'armée. Il vient de la capitale, Naypyidaw. Toi, t'arroses devant, tu vas devant. Ok? Toi, tu vas de l'autre côté. Chacun son côté, voilà. Ok? Ici, il y a 70% d'Inta. Moi, je n'y vois que de bons côtés. L'ouverture de ces hôtels a permis aux locaux de travailler plus et de gagner plus d'argent. Cependant, les hôtels confient aux Inta les emplois les moins qualifiés. Les postes à responsabilité sont toujours occupés par le personnel originaire des villes. Plus tard, moi j'aimerais travailler dans les cuisines de l'hôtel. Ou alors comme femme de chambre. Sans avoir fait d'études, elle ne peut guère espérer mieux. Certains parents souhaitent offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Priorité aux études. Dans ces familles, pas question de se relâcher pendant les vacances scolaires. Au monastère, les enfants suivent les cours religieux dispensés par les moines du village. Ça fait partie de l'éducation. Vous connaissez les 5 règles fondamentales du bouddhisme? Vous en avez déjà entendu parler? Oui! Sinon, ça voudrait dire que vous êtes des bouddhistes que sur vos papiers d'identité. On va réciter ces 5 règles, allez. Inlassablement, les enfants répètent les préceptes religieux. En Birmanie, les moines vivent des offrandes du peuple et leur parole est vénérée. Ils enseignent le bouddhisme, évidemment, mais aussi la bienséance, le respect, le savoir-vivre. Ces dernières années, dans le village, l'écologie s'est glissée dans leur discours. Dans le bouddhisme, il existe des écrits, des poèmes, pour dire comment il faut ramasser et jeter les déchets. Avant, les gens jetaient n'importe où. Nous, on leur dit de ne plus faire ça. Et on leur dit d'utiliser moins d'engrais dans leur jardin. Pour les engrais, ça n'a rien changé. Malawinte, l'agricultrice, en utilise toujours autant. À 16 heures, elle récupère ses enfants. Pour eux, elle rêve d'un autre avenir. Mon fils, mets-toi là. Ma fille, viens ici. Institutrice pour sa fille de 11 ans et ingénieure pour son fils de 8 ans. Mais surtout pas pêcheur ni agriculteur. Le courant est revenu? Chez Copain et Malawinte, il n'y a pas l'électricité. Copain se branche comme il peut sur le compteur électrique de son beau-frère. Vas-y, allume. Et viens t'asseoir. Regarde. Ah, ça marche pas. Pas de signal. En ce moment, Copain ne gagne pas beaucoup plus que le SMIC birman, environ 3 € par jour. C'est fatigant de travailler sur le lac. Ce soir, je suis allé pêcher, ça n'a pas bien marché, il y avait beaucoup de vent. Avec la raréfaction du poisson, l'avenir est de plus en plus incertain. Le peuple du lac a peur qu'il n'y ait plus d'eau dans le lac. Vous pensez que les gens vont partir? Non, je ne pense pas qu'ils partiront. Pourquoi? Il n'y a nulle part où aller. Nulle part où aller. Non, ils ne bougeront pas. Ce village, il est ici. On ne peut pas le quitter. Copain et Malawinte veulent préserver leur mode de vie. Ils s'accrocheront à leur lac coûte que coûte.
Comme les quelques 100 000 Inta du lac Inle, ils n'imaginent pas vivre ailleurs.